Enfin, au début d'ailleurs, je savais pas que je voulais devenir humoriste et pendant longtemps, je m'astreignais à dire c'est un hobby, c'est un hobby. Le vent tourne, les choses s'arrêtent. Elles peuvent s'arrêter très très vite. Quand tu mets un 9/16e au bon moment de l'histoire de l'algorithme, tu cartonnes, tu fais des 1 minute 20, machin, enfin c'est débile quoi. À écouter toute l'interview. Finalement, je préfère moi ce format interview parce qu'on n'a pas l'obligation d'être drôle. Karim, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va aussi, merci d'être là. T'es en tournée actuellement, c'est ça? Je suis en tournée à Toulouse actuellement, oui, enfin je suis en tournée un peu tout le temps. Aujourd'hui je suis à Toulouse, c'est une date que j'attendais depuis un petit moment à Toulouse, j'aime bien jouer à Toulouse, j'aime bien cette ville, il y a de bonnes vibrations, j'ai de bons souvenirs avec le public toulousain. Okay. Puis je joue au Casino Barrière ce soir, c'est une très belle salle, donc voilà. Après j'essaye de pas trop garder la mémoire de la dernière date ici, parce qu'à chaque fois c'est reset, on sait pas. Comment se passe la tournée? C'est quoi les retours que tu as? Comment toi tu te sens? Bah bien, avec ce spectacle, la Entropie, ça se passe bien. Les gens rigolent, ils repartent avec a priori avec des messages, des questions. Enfin, c'est pas forcément le but, mais en tout cas, le spectacle ne fait pas que rire. Enfin, il fait rire, mais on va dire qu'il y a un espèce de double effet qui fait que les gens partent avec des idées, des questionnements, des remises en question. Donc c'est bien. Et donc ça donne lieu à des échanges qui sont cool après le spectacle. Moi, j'aime bien jouer, mais j'aime pas que me gargariser comme ça avec mon spectacle. J'aime bien aller rencontrer des gens après, et donc ça donne lieu à des rencontres sympas. Et donc la tournée se passe bien, je suis content. Alors, j'ai vu que tu étais né à Aix-en-Provence, mais aussi que tu étais né au Maroc. Quelle est l'histoire en fait de ça par rapport à ça? Tu veux dire pourquoi je suis né à deux endroits différents? Il y a une confusion, là. Je sais pas si c'est Internet qui ment ou... J'avais le don d'ubiquité. Non, c'est juste que Internet dit, les gens extrapolent. Précisément, je suis né à Aix-en-Provence, mais c'est vraiment parce que je suis arrivé plus tôt que prévu. Et donc, c'est là qu'il fallait aller à la maternité, quoi. Et donc, je suis né à Aix-en-Provence, mais tout de suite, mes parents sont retournés là où ils habitaient, c'est-à-dire au Maroc. Okay. Et donc, j'ai grandi au Maroc, en fait. Donc, c'est comme si je suis natif du Maroc, oui. C'est-à-dire que je suis arrivé nourrisson au Maroc, mais normalement, je devais naître à Fès. Okay. Et je suis pas né à Fès, mais j'aime beaucoup Aix-en-Provence. C'est une très jolie ville, mais je n'ai pas d'attache, vraiment. Et du coup, comment était ton enfance là-bas? Tes passe-temps, niveau scolaire, niveau... Une enfance heureuse. Après, voilà, c'est un vieux con de 43 ans qui commence à parler, qui dit c'était mieux avant et tout ça. Mais il y a bien sûr, on magnifie, on a la nostalgie de l'enfance comme tout le monde, mais je pense vraiment avoir eu une enfance heureuse dans un cadre, en ce qui me concerne, idyllique. Okay. J'ai grandi dans le Maroc des années 80, qui était beaucoup moins, moi j'ai grandi en ville, c'était déjà très urbain, etc. Mais beaucoup moins, il n'y avait pas encore eu l'exode rural. J'ai connu après, le Maroc a connu pendant que j'y étais les années de sécheresse, mais mes premières années étaient vraiment, bien sûr, c'était pas non plus un pays que prospère, mais moi j'ai connu des rues apaisées, des foot dans la rue, la sécurité, okay. Et puis surtout une espèce de douceur de vivre géniale quoi là-bas, qui existe toujours malgré l'agitation, le développement, l'accélération des choses qui existent toujours au Maroc, mais j'ai eu la chance de connaître ça avec un environnement très, très prospère, très cool. Moi j'ai eu la chance après de grandir dans un milieu pas si aisé par okay. rapport au niveau moyen, pas non plus méga bourge et tout, mais voilà, j'ai grandi j'ai eu une enfance heureuse, j'ai pas à me plaindre. Et à la maison, c'était une espèce de carrefour de passage de beaucoup de gens. Moi, j'ai plusieurs origines, françaises, marocaines, chinoises, donc en fait, j'ai l'impression que la différence attire la différence et fascine un peu. Donc forcément, on était assez connectés aux différentes communautés, donc okay. Ça circulait pas mal. Et puis, il y a un métissage aussi social, une partie de ma famille qui est berbère. De la campagne, chez campagne, donc j'alternais entre le monde un peu bourge, des gamins qui vont à l'école française, parce que j'étais à l'école française, okay. Plutôt très instruite, okay. Et puis une partie de ma famille qui venait de la campagne, vraiment agricole. D'accord, agricole quoi. Les deux mondes. Et donc vraiment j'ai baigné entre les deux cultures, les deux niveaux, j'étais sensibilisé aux deux mondes en fait, okay. Très riche, très pauvre, très instruit. Je dirais pas instruit, mais éduqué différemment et formé à l'école de la vie. Et c'était très intéressant, je pense, sans le savoir. Okay. Et après, au niveau des hobbies, j'étais un enfant qui n'avait pas forcément de passion quand il était tout petit, à part le foot, à part okay. les copains.
Et petit à petit, j'ai fait de la guitare à partir de 13 ans. Ok, c'était justement ma question, parce que j'ai vu que tu avais fait de la guitare et du chant. Ouais. Tu aurais voulu faire carrière dans la musique? Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que tu m'interviewes, parce qu'à la base c'est un média musical. C'est ça. Donc naturellement, l'enchaînement. Alors, ouais, j'aurais adoré. Franchement, un de mes rêves, ça aurait pu être de juste pousser la chansonnette, être chanteur de reprise dans des bars. J'adore ça. Enfin, j'adorerais faire ça. Mais j'ai chanté mal, je joue de la guitare plus ou moins bien. J'ai repris récemment, je fais de la guitare classique. Mais j'aime bien chanter, mais j'ai jamais vraiment chanté. Et surtout, je fais du yaourt très vite parce que je ne mémorise pas les paroles. Et donc très vite, je sais jouer plein de morceaux, mais des débuts de morceaux, quoi. Donc je suis un peu ce mec pénible qui va jouer des trucs, mais jamais finir. Donc en fait, n'entraîne pas les gens il va falloir bosser, quoi. Donc ton adolescence, etc. Et là, tu quittes le Maroc pour la France. Est-ce que c'était par rapport à tes études? Oui, c'était pour mes études. À l'époque, en tout cas, c'était assez classique quand on était à l'école française d'aller faire ses études en France. Maintenant, c'est un peu diversifié, je crois. Il y a beaucoup plus de programmes, d'études supérieures au Maroc de qualité. Et puis les gens vont aussi vers les États-Unis, le Canada ou d'autres pays, ou la France. Et donc, moi, à l'époque, la plupart de mes camarades, on allait en France, et donc je suis allé faire mes études là-bas, classe prépa, j'étais bon élève, donc voilà, classe prépa, école d'ingénieur, tout ça. Justement par rapport à ça, est-ce que tu étais déjà venu en France avant ce voyage? Oui. Tu avais déjà vu, donc c'était pas ta première fois? Oui, mes parents sont français, alors oui, ils sont français, mais ma mère est de Polynésie française, mais ouais, c'était une manière de voir sa famille, se donner rendez-vous en France. Et puis, oui, si, ils ont fait leurs études en France, on a toujours eu une attache à la France, donc quasiment toutes les vacances d'été, je venais en France, voilà. Après, c'était des vacances, c'était marrant, parce on faisait pas des vacances touristiques. On vivait, entre guillemets, la France du quotidien pendant 15 jours. Donc en fait, mes vacances en France, j'ai souvenir de juste aller dans des hypermarchés, me balader, bien sûr, on s'est baladé, on a arpenté les rues de Paris, mais sans but, sans programme. En fait, être en France, c'était déjà waouh. Et parce qu'il y avait un gros contraste, il n'y avait pas encore Internet, donc tous les supermarchés, en fait, ces années 90, la mondialisation, et puis l'accélération de la consommation, c'était encore perçu comme bien et fascinant. Et donc, avec le contraste du Maroc, nous, c'était déjà ça, le tourisme, quoi. C'était voir ça, quoi. Et donc j'aimais bien, en fait. Tu fais la transition avec ma question suivante. Dans quel état d'esprit t'es quand tu arrives en France pour du coup un peu plus longtemps pour tes études? Moi je suis comme un dingue, je vais manger du pain de mie, quoi. Tu vois, et rien que ça c'est bien. Et ouais, la France du pain de mie. On avait du pain 10 fois meilleur en Maroc, mais là c'était du pain dans du plastique. Il y a des choses comme ça, d'autres choses qui t'ont marqué, mais à part le pain de mie? Le pain de mie, ouais. C'est pareil, le jus en brique. Et je me rappelle des premiers jus en brique au Maroc. Je me rappelle pas de la date. Ça s'appelait Miami, je crois, la marque du premier jus au Maroc. Il est toujours d'ailleurs, tu vois. Mais avant Miami, le jus, c'était du jus pressé. Et c'est hyper bon, sachant que les oranges du Maroc sont juste folles. Mais moi, boire du jus de pomme en brique, alors avec une paille et tout, c'était... Expérience incroyable. C'était la folie, quoi. Ouais. Donc plein de choses comme ça, les distributeurs de bonbons, j'en sais rien, moi... Tout était, comme on appelle au Maroc, la jib. Alors voilà, on n'était pas... Attention, le Maroc était déjà bien développé, attention. Hein. Mais c'est ces petites choses, des biens de consommation issus de l'industrie qui étaient sur le point d'arriver. Et moi, j'ai vraiment vécu la transition. Donc j'ai connu l'avant. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. McDo, n'en parlons pas. McDo, c'était le premier McDonald's est arrivé à Rabat. Moi, j'étais à Fès, donc il arrivait bien après. Quasiment dans les années 2000, je crois, le premier McDo à Fès. Donc, et à Rabat, il arrivait, j'étais déjà quasi ado, je crois, où je devais avoir 10 ans. Donc avant, aller au McDo, c'était le truc qu'on attendait, quoi. On n'y allait pas beaucoup de fois dans la quinzaine ou dans le mois. Et quand on y allait... C'était incroyable, c'était un moment... Ah ouais, c'est limite si je m'habillais pas bien, et puis je mangeais tout doucement, pour être le dernier. Savouré. Comme tous les enfants aujourd'hui, quand ils vont au McDo d'ailleurs. Ceux qui n'y vont pas trop, en tout cas, ils savourent. Mais alors il y avait ce côté en plus, quoi.
tu continues ta scolarité donc, et tu deviens, j'ai vu, ingénieur en informatique, c'est ça? Ingénieur, ouais, dans une boîte d'informatique, on va dire. Okay. Et oui, et donc forcément ingénieur en informatique parce que je dis ça parce que j'ai pas du tout été formé. Enfin, j'ai fait une école dite généraliste centrale. Et après, on devait choisir une spécialité. J'ai fait maths appliquées. Qui dit maths aujourd'hui dit maths appliquées. On ne fait pas des équations juste pour la beauté des choses. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est très très appliqué. C'est vrai, quoi. Pour des fins plus ou moins saines. Et donc j'ai connu les balbutiements finalement des mathématiques appliquées, donc de l'intelligence artificielle. Et donc déjà les boîtes cherchaient des profils un peu comme ça, matheux, et on me dit non mais viens, tu connais les maths, on va t'apprendre l'informatique. Et donc j'ai appris l'informatique comme ça. J'ai fait des maths, j'ai calculé des moyennes en fait. mais oui, donc j'ai fini dans une boîte d'informatique. En effet, j'étais ingénieur en informatique sur un projet avec consonance mathématique. Et après j'ai connu tous les postes avec tout le bullshit qui est autour aussi. Donc, justement, t'as aimé cette partie-là de ta vie, ça t'a plu ou... Ouais, franchement, moi je suis un privilégié, j'ai aimé toutes les étapes de ma vie et j'ai plutôt de la chance, c'est cool. Mais oui, non, enfin, c'est presque le fait de trop aimer ma vie qui a fait que je l'ai fui. C'est pas que je sais pas, c'est pas que je suis un éternel insatisfait, c'est juste que j'ai connu une espèce d'excès de confort. J'ai fait, il faut savoir, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'étais bon élève, classe préparatoire. Classe préparatoire, c'est une bulle déjà. Entre bons élèves, futurs élites, etc. Après, tu réussis, tu vas dans une école d'ingénieur qui est une nouvelle bulle, avec que des gens qui ont encore plus réussi que ceux qui étaient en prépa. Et on passe ton temps à te dire que ça va être super, que tu vas être l'élite de la France, que voilà, on compte sur toi et tout ça, et qu'on va te mettre bien, que tu vas pas avoir de mal à trouver de travail. Et en effet, ils viennent te chercher dans l'école. Donc toi, tu fais pas d'efforts en fait. Et on te dit ouais, t'as galéré 2 ans à faire des maths, mais c'est pas vrai. Enfin, la prépa, c'est pas galère quoi. T'es au chaud, il y a le chauffage. Oui, bon, t'as 4 sur 20, et alors? Tu vois, c'est pas très grave. Donc après, et après études, on vient te chercher, et puis t'as un job. Puis après, les anciens copains, ils sont dans la boîte. Après, je caricature, c'est pas toujours le cas, mais dans ma boîte, il y avait parfois un peu ça, un peu pas ça. Mais t'es favorisé pour les bons postes de responsabilité. J'étais pas technique, donc en fait, je sais pas toi qui vois des fois le milieu de l'entreprise. Quand t'es pas technique, paradoxalement, quand t'es pas bon, on te met manager. Parce qu'en fait, tu déranges personne. Tu touches pas à ce qui est au cœur du réacteur. Qui gêne, donc on aime bien. Ouais, non mais. Voilà, occupe-toi de la couleur de l'avion, c'est bien. Ça. Et dirige, pilote, voilà, pilote, mais pas un avion. Pilote des flux. Voilà. C'est bien. Fais des rapports et tout. Donc je pense que, après, voilà, j'ai été apprécié pour des soft skills, on va dire. J'avais peut-être un petit peu cette facilité de contact avec les gens. Et puis, c'est une question de survie, en fait, quand tu maîtrises pas techniquement ce que tu fais, parce que moi, j'ai appris l'informatique. Quand je suis arrivé dans la boîte, je savais à peine me servir de Word. Je suis tombé dans une des boîtes les plus geeks de France, quoi. Qui fait du développement avec des gens. Tu vois, moi, je suis arrivé, le premier jour, j'ai vu un développeur, il n'avait pas de lettres sur le clavier, il était tout noir. Il était un peu gothique. Il avait des ongles comme as, il tapait comme ça, et puis il écrivait plus en code. En C++, plus vite que moi, j'écrivais en français, quoi. Et sympathique, et attention, hein. Donc, je savais pas trop où je débarquais, mais très vite, j'ai vu de respect pour les gens techniques, et j'en parle dans mon spectacle, les gens techniques, et du fait que moi, je suis pas technique. Justement, ils viennent te voir des fois, les gens qui travaillent avec toi? Ouais, le métier d'humoriste, c'est la meilleure manière de garder contact avec toute ta vie, quoi. J'ai vraiment des gens mais qui sont sortis de l'enfance, qui sont venus me voir, j'ai des nouvelles de tout le monde en fait comme ça. Superficielles, mais je sais pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Genève, j'ai joué à Genève, il y avait une fille qui était avec moi à l'école, je l'ai vue. Tout le temps en fait. Oui, bien sûr. Alors, les anciens collègues évidemment, et puis je vais jouer à Nice, donc à Sophie Antipolis. Quand je vais jouer à Nice, je retrouve toujours 2-3 collègues, c'est toujours un grand plaisir. Et du coup, dans cette carrière-là, et au bout d'un moment, tu décides de tout plaquer pour faire de l'humour. En fait, comment ça se passe la transition et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que ok, là, je vais me lancer à 100% dans ça? Ouais, l'expression tout plaquer me fait rire parce que en fait, on plaque pas tout. C'est-à-dire que tout plaquer, ce serait vraiment dire, j'abandonne mon passé, j'abandonne mon réseau, j'abandonne mes connaissances, mes capacités et tout, et puis je recommence à zéro. Non, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était pas un craquage, c'est un plaquage, mais un plaquage d'ingénieur. Un ingénieur, quand il plaque tout, il
il pose délicatement les bases de sa nouvelle vie qui n'a rien de nouveau. C'est une espèce de transition en douceur, évidemment. Dans mon boulot d'avant, d'ailleurs, on apprenait on faisait des migrations. Tu changes de système. Tu sais. Je vois ce que c'est. Et ben voilà, tu fais ton changement de vie comme une migration quand t'es ingé en informatique. Okay. Donc ouais, moi j'ai vraiment, au début d'ailleurs, je savais pas que je voulais devenir humoriste et pendant longtemps, je m'astreignais à dire c'est un hobby, jamais, tout va bien au boulot. Et puis en plus ça allait plus ça allait au travail, plus ça allait au théâtre, plus ça allait au théâtre, plus ça allait au travail. Okay. Parce que les deux choses se nourrissaient bien sûr. Et je me rassurais en voyant cette espèce de dynamique positive. Donc il y a un moment où, quand les choses vont tellement bien dans les deux cas, tu arrives à des situations, il y a juste des contingences de calendrier qu'il faut choisir. Et là, tu écoutes ton cœur, quoi. Il y a un moment où tu te dis, ouais, mais là, tu vois, c'est le truc que je raconte toujours. J'ai pas envie d'aller voir un client à l'île Maurice parce que j'ai un festival d'humour dans la Drôme ou en Ardèche. Ouais, et donc, quand tu te poses ce genre de questions, c'est que ça y est, c'est qu'il est temps de choisir. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais le processus avait déjà commencé à germer. J'avais regardé un petit peu si j'étais capable d'avoir quand même des programmations, j'avais un semblant de spectacle. J'avais quelque chose, tu vois, à proposer. On n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, donc il y avait encore une place à se faire. C'était les balbutiements d'Internet, il y avait plein de promesses en fait. Plein de promesses. Moi, c'était des promesses dans la vraie vie, de lieux où j'étais allé jouer une fois, qui m'a dit non, mais tu vois, on va te programmer. Ça a mis du temps après, ils m'ont pas programmé tout de suite parce que en fait, c'était pas si bon que ça. Et puis voilà. Et après, tu plaques pas tout dans le sens où tu gardes ton bagage. Ton bagage, là, pas d'humoriste. Moi, dans mon cas, c'était d'ingénieur, donc avec une espèce de sens de l'initiative naturelle, à pas rester tourné en rond et à dire ben non, je vais bâtir des choses. Aujourd'hui, je vais me faire une to-do list. Okay. C'est bête, mais je vais appeler tel lieu, je vais aussi m'occuper de l'aspect administratif. Okay. Puis bien sûr, je vais écrire, mais voilà, tout ça est déjà sectoriel. Il y a déjà des départements dans ta vie, quoi. Tu vois, alors que tu es tout seul dans ton salon, en jogging, mais tu es déjà CEO, CHO, CTO, tu vis tout. Tu vois, c'est déjà donc en fait non, j'ai pas tout plaqué parce que ça tu le gardes. Et puis il y a un truc aussi, c'est que en fait quand t'es cette culture du bon élève, et c'est un peu mon ennemi encore aujourd'hui, c'est le bon élève que j'ai été. C'est-à-dire que on ne sait pas, enfin comment dire, on n'aime pas échouer. On a été habitué à ne jamais échouer, à toujours réussir. Depuis tout petit, moi, un bon élève, etc. Et donc même en humour, en fait, il y a quelque chose en toi qui fait que tu veux pas te planter. Donc, tu trouves des ficelles. Donc au début, ça s'est transformé en des sketchs. On est capable de tout, quoi. Pour faire rire, parce qu'on se dit, voilà, je dois faire rire, donc si je dois faire rire, ok, je me donne les moyens. Je mets des perruques, je fais des accents. J'utilise des grosses ficelles grotesques. À l'époque, ça marchait. Petit à petit, l'humour est devenu plus exigeant. Et aussi, nous-mêmes, on devient exigeant. Et puis, on se regarde. Tu fais, non, c'est pas possible. Et donc, j'essaie de progresser de spectacle en spectacle pour faire des choses déjà moins faciles. Et arriver à un rire, mais un rire qui me ressemble, qui corresponde à ce que j'ai envie de défendre. Et petit à petit, me dévoiler aussi à travers les spectacles. Et ça, c'est pas évident. Donc voilà, en tout cas, pas chercher juste le rire et le succès, le résultat tout de suite. On a une culture du résultat en fait, et on est câblé pour ça quand on vient de ce genre de parcours. Et c'est l'ennemi parce que du coup, ça t'empêche d'aller chercher la folie. Il y a des artistes que j'adore, comme Émeric Lompré par exemple. Okay, ouais. Je crois qu'il a eu un parcours opposé au mien, et grand bien lui fasse. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est accompli, qui fait une carrière de fou et puis qui fait des tournées de dingue, et il a une folie. C'est vrai, quoi, lui, telle que par contre il a des prises de risques sur scène. Ouais. Alors j'irai pas jouer sur ses registres, bien sûr, chacun ses thèmes et sa manière de faire, mais il a un sens de la prise de risque qui fait qu'il aurait pu se planter 1000 fois. Et il y a beaucoup d'artistes qui se plantent mais qui osent, et pour lesquels j'ai une admiration dingue parce qu'ils osent et ils n'ont pas peur de se planter parce qu'ils ont connu des échecs. Et donc ça fait partie de leur vie. Moi, je n'ai pas vraiment connu ça. Et donc je m'arrange toujours pour pas échouer. Et donc il faut réussir à quand même aller se mettre un peu en danger et pas t'attraper à des branches.
Parfois je le fais encore un peu, mais je me soigne. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères faire des sketchs préparés? J'ai vu par exemple tes vidéos à Montreux où tu as quand même quelque chose, tu arrives avec quelque chose, ou l'interaction avec le public où tu parles et tu sais pas ce que tu vas obtenir. Qu'est-ce qui est le plus dur et qu'est-ce que tu aimes toi? Bah, les deux. Je fais pas que de l'interaction. Pardon. Je fais pas que de l'interaction. L'interaction dans mon spectacle est toujours, bah tu vois, elle est prévue. Okay. Après, je sais pas du tout, quoi. Dans cette plage-là, je sais pas du tout ce qui va se passer. J'interroge les gens. Je pars en ce moment de la doudoune sans manche. Justement, et derrière, je les taquine pour voir quel métier se cache derrière ou quel usage de la doudoune est fait. Des fois, on a des surprises, mais on sait pas. Et j'adore ce moment parce que c'est un moment où tu dois pratiquer une écoute active et essayer d'en faire quelque chose. Et justement, pas être dans le rire facile. Les mauvaises impros, c'est en général quand tu sors tes ficelles que tu te crées petit à petit et qui marchent toujours. Mais j'aime bien les impros, voilà, où ça vraiment c'est waouh, tu m'as répondu ça, tiens, où est-ce que ça me mène, ça m'évoque telle idée. Et on part dans une impro construite, et comme les improvisateurs font des matchs d'impro, c'est-à-dire qu'il y en a un qui propose une histoire et l'autre il doit pas dire non, il dit oui. C'est ce que disait Jamel dans une interview que j'ai vu récemment. Tu dis oui en fait, tu dis oui, j'accepte. Ok, tu m'emmènes dans cet univers, ok, il y a des oiseaux jaunes fluo. Oui, je te dis pas non, ça n'existe pas. Je pars avec toi. Et ben j'aime bien ça. Après, c'est mon premier metteur en scène qui m'a toujours enseigné ça, enfin qui m'avait enseigné ça à l'époque. Il m'a dit tu pourras d'autant mieux improviser que tu auras une base solide à laquelle revenir, etc. Et alors ça, il faut pas dire ça deux fois à un ingénieur de formation. Il dit ouais. Okay. Ben, on va bien faire la base. Bien faire la base, comme ça. Et donc oui, bien sûr, c'est très écrit ce que je fais. C'est très écrit. Et donc 98% de mon spectacle est écrit. Tu viens 2 jours de suite. Ah oui, il y a toujours des trouvailles. Bien sûr, je suis pas un robot, mais c'est à la virgule, quoi. Okay. Ça finit par devenir à la virgule une fois que c'est rodé. Un mot sur ton livre. Ouais. Wow. Petit précis de culture bullshit. Alors moi, je t'avoue que je te suis depuis un moment. J'ai vu la vidéo, tu commençais à en parler. Je t'ai pas cru, je me suis dit c'est une blague parce que j'arrivais pas à y penser, c'était de l'humour, c'était vraiment sérieux, tu vois. Si t'allais vraiment sortir un livre, tu vois. Et je vois une deuxième vidéo, puis je vois que t'as vraiment un livre en main, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui en doutent, qui se... Ouais. C'est pour ça qu'on l'achète plus. Non, mais il a plutôt bien marché d'ailleurs ce livre à sa sortie. Et ouais, c'est un livre, bah oui, mais en fait c'est un livre qui est venu ponctuer, je pense, toute une étape, une phase, un cycle, on va dire, autour des métiers du bullshit, même si aujourd'hui, voilà, moi j'ai en guillemets percé sur LinkedIn et j'y suis toujours. C'est un peu le réseau social où finalement je marche le mieux, on va dire. Je suis le plus suivi et quelque part où je suis le plus à l'aise. Okay. Peut-être parce qu'une question d'âge aussi, je pense, et puis ouais, encore une fois de passer. Après, on est fait d'un bois, c'est comme ça, quoi. Mais en tout cas, fut un temps, j'ai beaucoup marché sur LinkedIn parce que je dépeignais le bullshit à travers des personnages qui parlaient tellement, qui étaient complètement tarés en fait, mais avec une espèce de côté propre sur eux qui faisait qu'en fait on y croyait, avec après le jargon qui va bien, etc. Et en fait, les gens ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Bon, assez vite, ça va, ils captaient, mais t'as toujours 1 ou 2 commentaires, genre il est horrible ce type, tu vois, et pas ce personnage, quoi. Et donc c'était assez drôle et donc bah oui, donc du coup le livre l'idée du livre est venue d'une de mes premières vidéos d'ailleurs qui s'appelait Le professeur de franglais. Oui, je l'ai vu. Qui s'appelait Jean-Bill Duval. Et donc finalement, après maintes recherches de qu'est-ce que j'allais faire exactement, on s'est dit en fait on va faire parler ce gars puisqu'il est prof en franglais et en bullshit. Et il voit tout à l'aune du bullshit. Et pour lui, le bullshit est une civilisation, une culture. Donc, qui dit culture, dit tradition, dit sport, dit gastronomie, dit tout ce que tu veux, quoi. Dit littérature, théâtre. Et donc, je me suis dit, on va faire un petit livre comme ça, avec des chroniques, où le gars croit à fond en sa culture du vent. Et on va faire du vent. Donc, j'ai écrit du vent. C'est très fatigant, en fait. Donc, j'ai fait ça sur une période. Je me suis astreint à faire ça. J'ai écrit en 2 mois le livre. Et il n'y aura pas de 2 parce que c'est trop fatigant et puis parce que je suis pas passé à autre chose mais un peu quand même. Donc ouais, le bullshit est toujours dans mon ADN, on va dire, dans ma manière de formuler les phrases. Il y a toujours ce sens un petit peu de la sophistication de pas grand chose. Tu vois, il y en aura toujours un peu. C'est un peu ma signature. Mais voilà, je voulais ponctuer tout ça. Et d'ailleurs, le livre est sorti à 2 mois avant la dernière de mon spectacle Y, qui parlait aussi des changements de vie et de la quête de sens au travail et des bullshit jobs notamment.
Et tout ça s'est terminé en même temps. Voilà, j'ai fait l'Olympia 2 mois après, et donc le livre est sorti, donc tout ça se coordonnait bien. Et là, j'essaie de passer à autre chose avec ce nouveau spectacle, quoi. Ok. Que dirais-tu à quelqu'un qui tombe sur la vidéo, qui ne te connaît pas, pour donner envie de venir te voir, en langage bullshit ou pas d'ailleurs? Écoutez toute l'interview, parce que vraiment, là, je parle sincèrement. Finalement, je préfère, moi, ce format interview, parce qu'on n'a pas l'obligation d'être drôle, etc. Ouais. Mais j'espère que les gens sont touchés par ce que je dis, mon parcours. Tellement dur, tellement semé d'embûches. Vraiment, semé d'embauches, plus que d'embûches. Je fais pas trop de jeux de mots dans le spectacle, ça aussi je me soigne. Là, je parlais d'effets tout à l'heure. Non, venez, aujourd'hui mon spectacle parle de... Il s'appelle Entropie. Donc il parle de l'entropie, on va dire, c'est un concept physique un peu fumeux, c'est le cas de le dire, qui est une mesure du désordre croissant dans un système physique, on va dire, pour vulgariser, dans la nature, dans la vie. Ce désordre croissant et permanent qu'on observe avec l'accélération des choses, du monde à cause des nouvelles technologies. Donc j'ai voulu en faire un spectacle qui correspond un peu à mes angoisses aussi de moi, le pas technique, comme je disais au début de l'interview. Et voilà, ma relation à ça, qui finalement explique pourquoi aussi je dénonce un petit peu ce milieu bullshit, quoi, qui au-delà de son côté propre est rigolo, avec son jargon, est dangereux aujourd'hui. Il fabrique des monstres propres sur eux-mêmes. Bon, on le voit aujourd'hui avec Elon Musk qui est au pouvoir, et voilà, c'est le mec le plus propre sur lui-même et qui est juste horrible. Qu'est-ce que tu penses de tous ces grands entrepreneurs, patrons? Vu que tu as été dans le milieu aussi corporate, est-ce que c'est des gens qui te fascinent ou au contraire qui te font peur, que tu trouves dangereux? Ils ne me fascinent absolument pas. Je n'ai aucun respect ni aucune admiration pour ces gens-là. Okay. Je pense que je les méprise. Okay. Enfin, de plus en plus en fait. Mais là, c'est vraiment une réaction à chaud. Je pense que je suis comme tout un chacun qui observe ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment me sidère tout simplement. Donc je vais en parler sans humour et avec, on va dire, les tripes et surtout à chaud comme un pilier de comptoir. Mais ouais, j'ai un mépris décomplexé envers tout ce beau monde, vraiment. Et envers les chantres de l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, on a beau me vanter les mérites médicinaux, etc. Oui, mais j'en ai rien à secouer en fait de 99,9% de l'usage de ces trucs-là. Ça ne sert à rien en fait. Voilà. Vous ne servez à rien. Voilà. Dégagez. C'est tout. On va passer à la deuxième partie et dernière partie de l'interview. Je vais te poser des questions un peu plus profondes sur toi, sur plusieurs sujets. Là, on n'était pas en profond. Là. C'était en profondeur, mais là, c'est encore plus profond. Tu vas voir que là, vraiment, c'est la partie... Attention, émotion. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as appris ces dernières années? Tu vois, je t'ai dit changement, transition. Là, c'est des questions psychologie. C'est marrant, c'est des questions que je ne sais pas répondre parce que c'est peut-être une pauvreté dans mon parcours, mais j'ai pas vraiment vécu de leçons de vie ou pas particulièrement là où. Enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce de succession de petites leçons de vie qui petit à petit te dirigent vers. Mais non, la leçon de vie j'ai l'impression de la vivre en ce moment, quoi. Tu vois, dans la lignée de cette colère à chaud de ce qui se passe dans le monde, la leçon de vie on la voit là, c'est-à-dire que tu vois, cette micro-notoriété que j'ai qui me permet de travailler aujourd'hui, je la questionne quand même, parce que par rapport à des humoristes à l'époque qui, alors oui, ils réussissaient grâce à la télé, c'est vrai, mais ils réussissaient quand même, je pense, en grande partie grâce à la qualité de ce qu'ils font. Je dis pas que ce qu'on fait aujourd'hui, nous les humoristes qui réussissons grâce à Internet, moi, sachant que moi c'est tout petit, hein, les réseaux c'est vraiment très très petit. Compte pas sur moi pour faire décoller ta chaîne, ok? On a les interviews de qualité, peu importe. Voilà. C'est plus vraiment les moi c'est la qualité, c'est pas la quantité, clairement. Si je tentais qu'il y ait qualité. Mais non, justement, je questionne cette qualité parce que elle est liée à l'accélération, à l'algorithme en fait, quand même. Au fait qu'il y a une espèce de truc nébuleux au milieu qui fait qu'on te rend visible ou pas, et qu'on crée de la contagion ou pas selon tel ou tel critère. Et des fois les critères c'est pas du tout ce que tu dis dans ta vidéo, c'est la longueur de la vidéo, le format. C'est vrai, la longueur, le format, le moment où tu postes. Tu mets un 9/16e au bon moment de l'histoire de l'algorithme,
tu cartonnes, tu fais des 1 minute 20, machin, enfin c'est débile quoi. Et donc, je suis pas sûr d'avoir été très habile sur les formats, etc. Mais peut-être que, ouais, moi ça s'est passé au moment du Covid. J'ai sorti les bons formats, les bonnes vidéos. Après, bon, je les ai soignés. J'ai essayé de faire des choses entre guillemets de qualité, en tout cas qui me correspondaient, qui étaient sincères et drôles. Mais je garde beaucoup de recul par rapport à ça. Et il y a un emballement en ce moment autour des réseaux sociaux où, voilà, où il y a beaucoup de gens qui percent grâce à ça très vite. Et moi je me dis, on est en train de prendre une leçon là parce que le vent tourne, les choses s'arrêtent. Elles peuvent s'arrêter très vite. On a un petit rappel avec le Covid, et puis là il peut y avoir des choses plus graves qui vont arriver. Donc la leçon, on la vit maintenant. Donc tu vois, la remise en question, elle est là, quoi. Est-ce qu'il faut continuer avec ce modèle ou pas, de dépendre de ça, ou est-ce qu'il finalement pas compter sur la vraie vie, sur ce qu'on sait faire, à savoir faire rire des gens dans des vraies salles, et comment sortir de là, quoi. Donc, moi la leçon, elle est en train de germer petit à petit là. Pour parler de celle-là, voilà, parce qu'on parle boulot après. Leçon de vie, t'en as tout le temps. Je suis très nul en storytelling en disant, et là, il me sort cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Il me regarde comme ça, non mais vraiment, hein. Il me regarde et là, je te jure, sur la tête de mes enfants, il me dit, moi, les vrais céréales, c'est le millet, le blé et l'avoine. Ça c'est... Voilà, tu vois, là c'est le moment catchy qu'on va mettre sur... Voilà, bah. Ok. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'on t'a donné des conseils où on t'a dit... C'est Arnaud de sa mère, que je salue, s'il me voit ou pas. Arnaud de sa mère, mais encore une fois, je sais des conseils, c'est pas des conseils de vie, hein. Je parle pas du druide qui te donne le conseil de ta life, hein. Il m'avait dit à l'époque, je faisais ses premières parties quand il était à On demande qu'à en rire, et moi j'étais encore ingénieur. Et justement, en mangeant, il me dit ah, donc toi tu as un boulot à côté? Je dis ouais, mais moi j'aimerais bien, moi j'essaie de faire le mec cool. Non, mais c'est un boulot alimentaire, moi je veux faire l'humour et tout. Alors c'était même pas vrai, j'étais même pas encore décidé. Il m'a dit bah garde-le mon pote, garde-le ton job le plus longtemps possible. Parce qu'il faut, pas pour en manger ou quoi, mais parce qu'il faut toujours que ce que tu fais soit nourri de plaisir. Et donc ben j'ai en effet pas franchi le pas trop vite pour pas me dire bah tiens faut que je mange. Donc j'ai jamais trop fait ce métier en me disant il faut que je remplisse mon frigo. J'ai eu de la chance que les choses se goupillent bien pour que voilà que ça marche et finalement que je ne change pas vraiment de transition matérielle. Mais c'était un bon conseil. C'est en tout cas de nourrir de plaisir ce qu'on fait. Et des fois c'est bien de se le rappeler parce que des fois on a vite fait de dévier, dire ah ça marche, je le fais pour les likes, ou pour l'argent des fois, ou pour le succès, les paillettes, mais en fait et alors que ça te fait pas plaisir. Des fois tu te retrouves embarqué dans des plans et tu fais oh, non, qu'est-ce que je fais là? Et ça m'arrive encore 1 ou 2 fois par an, je fais ah, non. Il m'avait dit Arnaud, le plaisir. Quelle est ta plus grande fierté? C'est mes enfants. Si c'est pas ces trucs-là, vraiment, j'aime pas. Là, j'aime pas tes questions, David. Vraiment, je t'avais dit, c'est le moment là, émotion là. Ouais, ma plus grande fierté, je sais pas, tu vois, on va croire que du coup je me dénigre et que j'ai pas de fierté, mais. Non, bah, ma fierté, on va dire, encore une fois, je faut toujours donner un cadre, un quoi. Mais moi, j'aime bien rester, je suis assez pudique, donc j'aime bien rester dans le cadre pro, mais ma fierté, c'est d'être encore là. Quasiment, bah, on va dire 13 ans après, parce que ça fait 13 ans que j'ai lâché mon travail d'ingénieur, et même j'avais commencé avant, on va dire que ça fait 15 ans de scène, et je suis toujours là, j'ai ma place en tant que professionnel de l'humour. Et c'est beau, je trouve ça beau parce que quand même, bah, c'est pas donné à tout le monde. Même si voilà, tout ça est artisanal et j'avance avec une certaine lucidité par rapport au métier. Je suis assez content, assez de la justesse, pas de la grandeur ou de l'intensité du succès qui est encore très relatif, mais de la justesse avec laquelle je mène cette petite barque. Et elle a encore des perspectives devant elle, jusqu'à quand je sais pas. Mais je suis assez fier de ça, de la justesse avec laquelle j'ai réussi à passer pas mal, parce que depuis l'humour a vachement évolué quand même, et toujours être là quoi. C'est-à-dire, bon, je suis pas trop dans les comédie clubs, apparemment c'est là que ça se passe, parce que j'ai une vie de famille et que je suis beaucoup en tournée et tout ça, mais
Mais je suis content d'être quand même dans le game, qu'on on m'appelle, on me programme. C'est cool, quoi. C'est cool de pouvoir faire mon métier et puis de. Je sais pas si ce que je transmets à mes enfants, mais je leur transmets quand même une idée assez cool du travail, quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas forcément ça qu'on fait dans la vie. Mais c'est chouette de pouvoir transmettre ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben qu'on fasse un petit point d'ici, allez quoi, 5 ans déjà, ce serait pas mal. À Toulouse. Ce serait pas Là, mal. au matin même d'une date au Casino Barrière, si je suis encore là dans 5 ans, j'aurais presque envie de signer tout de suite. Quoi, parce que franchement, ça me va, ces cycles-là de spectacles qui en amènent d'autres, qui amènent des réflexions, combinées à l'état du monde, à mon âge, à tout ça, et puis qui font que j'ai encore des choses à raconter, ça me plaît bien. Bah, écoute, c'est ce qu'on te souhaite, d'être là Merci à encore autant de temps que possible, et puis le meilleur pour la suite. Merci David.